Donc, je vais commencer. Je vais vous parler de Symfony CMF, ce framework de gestion du contenu. Voici le site web, on a plein de slides qui sont en documentation pour l'instant, mais je ne vais probablement pas vous en montrer. On nous a montré auparavant sur notre architecture core. Et moi, j'ai parlé à Constantin jeudi avant la conférence et on a montré plusieurs choses, l'architecture de storage, etc. en janvier dernier. Et finalement, ça a fait peur aux gens. On a dit, oh là là, c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. Mais d'une manière, ce qu'on fait sous ce CMF est en effet assez complexe et assez sophistiqué. Mais la plupart des développeurs ne doivent pas s'occuper de toutes ces complexités. C'est bien la beauté de la chose avec ce CMF, c'est qu'on va vous offrir des fonctionnalités extrêmement puissantes, mais l'API que vous allez utiliser, ce que la plupart des gens connaissent en tant que doctrine. Si vous connaissez Doctrine, si vous connaissez tout ce genre de choses, c'est le type de couche que vous allez traiter de toute manière. Et en plus, on a d'autres choses pour vous faciliter la vie. Donc, ce que je vais faire, et je ne vais pas revenir de la base pour vous remonter tout ce qui se passe en haut sur la structure. Je vais au contraire vous montrer tout ce qu'on a au-dessus. Je vais tout descendre, tous les niveaux de la hiérarchie progressivement. Et comme je ne vais pas utiliser des slides, je peux être très flexible. Donc, si quelqu'un veut influencer ma présentation d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le faire en levant la main ou en criant très fort. Donc voilà, moi je m'appelle Lucas Smith, voilà mon blog, voilà mon tweet, voilà la société pour laquelle je travaille. Et je vais vous parler très rapidement ce que LEAP a fait pour ce type de projet. Il y a 2 ans, LEAP a organisé un meeting à Zurich où nous avons invité beaucoup de corps développeurs de Symfony 2. On n'était pas tellement à cette époque, vous vous souvenez, ça n'a que 2 ans, c'était pas très stable à l'époque. Et on les a tous invités à Zurich, on a invité certains de nos concurrents d'ailleurs, par exemple de Tapestry. On a quelqu'un qui est venu de la communauté Java et on a discuté ce qu'on voulait faire, on a montré l'API qu'on voulait implémenter et tout le monde a dit c'est génial. Et puis LEAP l'a fait. Pour 2 ans, on a travaillé là-dessus. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a investi trop de temps et d'années. On n'a pas construit un projet qu'on voulait vendre aux gens. On a pensé que c'était véritablement très important d'avoir quelque chose dans la communauté open source pour laquelle on puisse construire des solutions CMS customisées qu'on voulait utiliser. Et puis, c'est pas mal si les autres personnes veulent l'utiliser également. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous ont écouté la présentation de Larry avant la mienne. Il vous a expliqué comment Drupal avait adopté les composants Symfony 2. Donc vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'essayer de créer nos propres trucs. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, on fait à peu près ce que Drupal fait. DeepL a besoin de routage dynamique et nous, on a construit ça au-dessus du routage Symfony. Ils vont l'utiliser. Il y a d'autres systèmes qui vont être utilisés par Drupal ou des routages similaires. La couche que nous avons utilisée est PHPCR et Drupal pense adopter ça également. On ne sait pas quand ça se passera, probablement pas sur Drupal 8, pardon, mais peut-être que Drupal 8 va remplacer des modules à partir des choses que nous avons créées nous-mêmes. Donc, voyons quel est notre site web. C'est sur GitHub, vous pouvez y aller. Il y a 5 ou 6 commandes nécessaires sur la ligne commande pour l'installer et le faire marcher. Puis vous avez quelque chose comme ça qui se présente à l'écran. Donc voyons un petit peu ce qui se passe là. On a une page d'accueil. Et la première chose que je devrais vous noter, c'est que tout ce qui vient ici sort de la PHPCR dont Larry a parlé avant. On a construit un site très dynamique, complètement dynamique. Le routage vient de la base de données. Le menu que vous voyez à gauche vient directement de la banque de données. Les contenus ici également. Et ces blocs également.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut les éditer en ligne, comme ça. Et les stocker directement. L'autre chose que l'on voit ici, au coin, c'est qu'on peut sélectionner les langues qu'on veut, donc on peut passer en français si l'on souhaite. Et on voit que certains blocs sont traduits, la même chose ici, d'autres ne le sont pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des codes UI qui est ici a quelque chose à faire avec l'internalisation. C'est absolument automatique parce que le contenu a déjà été traduit au back-end. Quand on va chercher la page et qu'on sélectionne le langage ici, la langue voulue, on a un initialisateur qui se branche dessus et qui configure instantanément le contenu pour passer au langage que nous voulons utiliser. Comme je vous ai dit, tous les morceaux ne sont pas traduits, c'est parce que ça n'a pas été traduit directement dans le back-end. Donc on a un système de règlement qu'on peut configurer pour changer de langage, de langue. Donc, ici, c'est de français à anglais, et si l'anglais n'est pas disponible, ça va se retourner sur l'allemand. Pas de code sur le niveau UI. La seule chose que je devrais vous dire qu'il y a quelque chose à faire, est ça, le petit sélecteur en haut pour savoir quelle langue utiliser, c'est tout. Maintenant, on peut construire une page avec cet outil ou avec cette architecture. Comme vous voyez ici, c'est une section et ça, ce sont des blocs qui utilisent le block bundle. Et regardons un peu ce que ça fait sur l'interface. Sur l'ACME, on doit encore travailler assez sur ça parce que pour l'instant, on a la Sonata mode bundle avec quelques widgets et on va vous montrer rapidement la gueule que ça a ici. Donc par exemple, on a une structure en arbre et c'est une des caractéristiques clés de notre travail. On n'a pas de multiples collections comme MocDB. On vous permet d'organiser vos contenus comme si vous travailliez sur un fichier. C'est Jackrabbit en fait, c'est un truc de Java et on peut l'accéder, vous pouvez y accéder très facilement. Donc je pourrais ouvrir par exemple, c'est ouvrir en arbre sur mon système d'exploitation. Ici, il y a différents contenus, des fragments de contenu. Vous voyez la traduction ici, par exemple. Donc, Content Static Home, par exemple. Et puis, on a les enfants, PNFRDE. Et comment ça marche? C'est que si on va chercher Content Static Home, ça ouvrira tous les autres suivant la langue que vous voulez utiliser. Et l'objet qui vous sera retourné aura les propriétés dans le langage choisi directement. Et évidemment, on peut cliquer sur le contenu ici et le modifier. L'autre chose que je souhaite vous montrer est quelque chose qui, à mon avis, est assez révolutionnaire. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas moi, je n'ai jamais trouvé, en tout cas, quelle que soit la langue de programme. C'est que nous séparons le contenu de la structure du menu et du système de routage. Ce que ça signifie, c'est que nous publions non seulement pas de desktop, mais sur web, mais on publie sur plein de formats de sortie différents, alors que la plupart des systèmes sont juste des solutions pour ordinateur. Ils ont une interface sur laquelle on peut intégrer des contenus. Et après, ils disent « Ah, mais non, mais il faut aussi travailler pour les mobiles. » Donc, il y a des petits drapeaux sur lesquels il y a des contenus exclusivement montrés sur les mobiles, sur les ordinateurs. Et nous, on a séparé ça de façon très propre. L'idée derrière cela, c'est que vous pouvez organiser vos contenus de la manière dont l'auteur des contenus souhaite l'avoir organisé, ce qui est vraiment respectueux pour eux.
Dans une seconde phase, vous pouvez organiser votre routage, votre structure de routage, en utilisant de nouveau cette structure en arbre. Mais ce que vous faites en fait, c'est que vous référencez les nodes dans cet arbre ici. Donc, ce que ça signifie, c'est que si vous faites des sites en web en allemand, anglais et français, et que vous voulez avoir une structure de routage différente pour les mobiles, les tablettes, les portables, les ordinateurs, etc., et toutes les permutations d'une langue à l'autre, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une structure complètement différente pour chaque langue et pour chaque format souhaité, à partir des mêmes contenus, du même arbre de contenu. Même chose est possible avec le menu. Donc, encore une fois, il y a une flexibilité de séparation de tout. Des éléments. Maintenant, ça a l'air extrêmement sophistiqué. Oui, ça l'est, en effet. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire. D'une façon alternative, on a également mis en œuvre une solution qui vous autorise à faire tout ça d'un coup d'un seul. Au lieu d'avoir des séparations contenu, routage et menu, vous pouvez automatiquement contenir tout ça d'une structure unique. Donc, c'est une option que vous avez si vous avez ce type de besoin, si vous avez un site multilingue avec différentes structures. Mais quand vous faites ça, c'est vraiment beaucoup plus propre. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle une architecture de cet acabit a du sens. Je suis sûr que vous avez tous entendu Varnish et la façon dont on peut accélérer les sites grâce à ça. L'une des choses les plus compliquées de Varnish ou de caching en général, c'est de valider la cache. Et ce qu'on fait avec le CMS, c'est qu'on lui donne une certaine durée de vie de quelques minutes. Le problème avec ça, c'est que si quelque chose est mis à jour, il faut attendre ces 2 ou 3 minutes. L'autre chose qu'on fait, c'est faire une validation active. Une validation active, c'est pas mal, mais la chose, c'est que vous ne savez pas où chaque nœud dans votre contenu, de repositoire de contenu, est sur le site. Par exemple, vous pouvez avoir une page que vous utilisez, mais cette page peut être référencée autre part et vous réutilisez le titre de cette page. Maintenant, ce serait génial d'avoir une solution qui vous permet de savoir où sont les contenus pour les valider et que quand vous procédez à des changements, vous ne devez même pas l'encoder dans chaque outil. En ayant une architecture propre, vous pouvez la mettre en œuvre de façon propre également, sans avoir travaillé sur chaque élément de l'interface. C'est vraiment génial que Tumarabe a déjà fait pour l'ORM à certains degrés dans le cache bundle, qui trace l'idée qui est utilisée pour la création du contenu, le store dans Varnish, de la manière que vous pouvez le valider. Et l'idée est que dès qu'on modifie le contenu, il y a un initiateur et un écouteur qui s'apprête à valider les choses. Je ne vais pas vous détailler plus avant, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un contenu pour chaque format d'output et que vous voulez à chaque fois ajouter un nouveau champ pour les nouveaux formats, vous n'aurez en fait qu'une seule bloc. Et si vous faites un changement, même s'ils ne sont pas d'interface, vous allez commencer tout le processus de validation où vous devez avoir quelques logiques qui vous dira quelles pages de la chaîne sont particulièrement concernées par cette validation. Mais si on sépare tous de façon très propre, vous avez la possibilité de faire une validation de cache assez claire également, parce qu'il vous suffit de regarder ce qui a été fait pour le mobile, par exemple, et vous pouvez le régénérer, plutôt que de mettre tout dans un bloc absolument gigantique et d'avoir à chaque fois à vérifier comment ça marche pour la validation. Donc, revenons au site. Je vais juste regarder une fonctionnalité, 2 fonctions qu'on a. Par exemple, je vous ai dit ici qu'on avait ces blocs. Et comme vous voyez, certains sont éditables et d'autres non. Parce que certains viennent d'un contenu dynamique d'une base de données et les autres sont dans Symfony 2. À chaque fois qu'on crée un bloc, à chaque fois qu'on fait du routage, on peut toujours pointer sur routage ou sur contenu ou sur action. Et on peut customiser quel template et quel gabarit vous voulez utiliser, quel modèle vous voulez utiliser. Ce qui est intéressant ici, on voit sur ce bloc par exemple
Mais je vais ajouter quelques points d'exclamation pour vous expliquer. Allons dans la société où nous utilisons également ce bloc. Et vous voyez ici que le contenu que j'ai modifié sur la page d'accueil est également visible ici. Donc, c'est ce dont vous avez besoin pour faire un CMF. On a toujours besoin d'un UI, mais ce n'est pas tellement difficile de faire ça. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que pour prendre une petite tangente, je vais vous montrer qu'on recherche d'autres trucs cool qui se passent dans le monde CMS. Donc, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Apache Istanbul, qui concerne la notation ou le tag automatique, accédant directement à la base de données et en taguant, en textant dessus. Donc, si on revient là-dessus, par exemple, non, c'est pas ça, voilà. Et en remplaçant ce contenu ici par autre information sur les Mavericks de Dallas, par exemple, j'ai choisi ce contenu parce que le serveur de démo que nous analysons est formé pour chercher sur les équipes de MBA et ça a pris un contenu. Ce qu'on a ici sur cette intégration, c'est que ça a figuré automatiquement de quoi il s'agit et ça offre des tags. Donc le texte part des New York Knicks quelque part. Donc c'est une solution qu'on vient d'intégrer dans le CMF parce qu'on a pensé que ça ajoutait de la valeur ajoutée. Mais vous n'allez pas trouver ça dans toutes les solutions CMF et c'était en fait pas tellement compliqué d'ajouter cela. Maintenant, vous voyez toujours que si j'enlève ce contenu, maintenant si on analyse les suggestions à nouveau, ça a disparu. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec le contenu, mais vous pouvez élaborer ça pour n'importe quoi d'autre. Par exemple, la solution peut également être utilisée quand on va altérer vos contenus. Par exemple, sur les Dallas Mavericks, par exemple, si vous avez toujours ce contenu, vous pouvez ajouter des photos, par exemple, qui sont pertinentes pour les Mavericks. Et vous voulez que Google vous le trouve tout seul. Donc, vous utilisez un tag de suggestion et à partir de là, vous pouvez aller chercher les photos qui sont pertinentes pour le texte que vous voulez insérer sur Google. Okay. So let's go. Maintenant, let me think what I'm going to show you next. Okay. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Voici une fiche. Finalement, je vais vous montrer des slides que je ne voulais pas faire, mais je vais le faire quand même, où on explique un petit peu ce qui se passe à une échelle grande. Donc voilà, voici la mission de Symfony CMS. Comme vous avez vu ici, nous tentons de construire une infrastructure unique pour que vous puissiez construire votre propre CMF, un peu comme Fabien a bâti des composants pour que vous puissiez construire votre propre framework. Le but de là, c'est qu'on n'essaie pas de concurrencer Drupal directement parce qu'ils ont des fonctionnalités qui sont très génériques et qui marchent assez bien. Ce qu'on cherche, nous, c'est de donner des outils pour les gens qui ont besoin de créer quelque chose qui n'est pas standard, qui n'est pas générique. Et il y a peu de bénéfices pour eux à utiliser Drupal ou autre. Mais ils ont besoin néanmoins d'outils pour construire un CMF, et c'est bien ce qu'on leur offre. Et au-dessus de ça, on construit plein de bundles qui vous permettent de travailler plus facilement. Par exemple, le menu KIP, on a une intégration avec une interface avec PHPCR pour pouvoir gérer cela plus facilement, avec Doctrine RM aussi, pour que les développeurs de Symfony 2 puissent venir se joindre à nous et utiliser tous les outils que nous leur offrons. Et au terme d'objectifs, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une solution que l'on peut utiliser facilement et offrir des tests de documentation et de la documentation. Maintenant, en termes d'échelle, grâce
PHPCR, ça veut dire que vous pouvez choisir quelle implémentation vous pouvez choisir. Elles sont multiples. Et il y en a une, Jackrabbit, dont je vous ai parlé auparavant, qui est capable d'avoir un set de nœuds. Maintenant, tout le monde ne travaille pas sur le type de système à partir de nœuds de données, et certains partagent même des nœuds quand ils ne peuvent pas implémenter une solution Java. Donc, on travaille également sur d'autres doctrines, par exemple. Et la troisième option, plus performance que la solution doctrine, c'est la C-implémentation qui a été écrite par un autre projet qui met également le Storage API en œuvre. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement quelque chose. Ce sandbox que je viens de vous montrer, par exemple, on l'a créé la semaine dernière. Non, il y a de 15 jours. Non, un peu plus d'ailleurs. PHP, on a eu une nuit, Hack Nuit pour ça. Il y en avait des gens qui n'avaient jamais vu le CMF, qui a créé un test fonction pour nous. Et on a pu les fusionner la semaine dernière, je crois. Et plus tôt, cette semaine, Henry s'est assis et nous a dit si ça marche avec Jackrabbit, ça devrait marcher avec d'autres Midgard aussi. Et tout ce qu'il a dû faire, c'est d'ajouter de la configuration. Il n'y avait pas d'application qui a dû être changée pour faire passer le même test fonctionnel. Il y a quelques jours, j'ai fait la même chose pour Doctrine DBR. Donc, ce que vous voyez ici, sur ce site, et que l'on fait ces tests fonctionnels par rapport à la Jackrabbit, Misgard, une autre implémentation avec d'autres outils et doctrines utilisant 5.4 et 3 et 4 sans changer la logique. Avec cette séparation-là, vous pouvez écrire votre logique de vos affaires une seule fois et suivant les ressources que vous pouvez accéder et les exigences de votre donnée, vous choisissez la mise en œuvre qui répond le mieux à vos désirs. Et plus important encore, si vous avez des requêtes spécifiques et qu'aucune de ces solutions auxquelles ne puisse répondre, vous pouvez les customiser pour répondre à vos exigences très spécifiques et très particulières. Mais votre logique et la logique d'autres gens doit être construite au-dessus de cette infrastructure et il ne doit pas nécessairement la transformer. C'est ce qu'on veut dire avec la mise à l'échelle. Maintenant, la visibilité, ça veut dire aussi que l'utilité, c'est que chacun construise leur API au-dessus. Il y a quelqu'un qui a dit que ce ne serait pas génial de faire de la recherche full check, de la visioning, ou bien encore, si on ajoutait des caches. Mais tout ça, c'est ce que la plupart des managers veulent. Ils veulent tout un mélange de choses, et bien entendu, tous les projets qui sont bons, va réfléchir, va être le reflet de ces requêtes, mais les gens vont râloter en disant mais on est obligé de s'occuper de ce qui s'est passé dans le passé, ça devient assez bordélique. Donc si on veut offrir toutes ces fonctionnalités, le versioning, une structure en arbre, ICL dans votre banque de données, eh bien, il faudra avoir... Vous aurez probablement un API qui n'est pas très clair, à moins que vous ne vous asseyez une fois pour le nettoyer. On n'a pas fait ça tout seul. On a adopté les spécifications Java Repository et ces types ont travaillé dessus depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus. Donc on a pris tout ce qu'ils ont fait, ils sont très expérimentés, on a regardé ce que PHP Hadoop peut offrir et on les a fait travailler ensemble. Donc, quand les types de Java avaient des objets valeurs, nous, on a autre chose, mais on a des arrays ou des faisceaux. Mais si vous travaillez avec des données binaires, travaillez avec le stream PHP, quand vous l'utilisez, on essaye d'intégrer dans le PHP tout ce qu'on a pu, mais l'API que vous avez est cohérent et bien pensé. Donc, c'est ce qu'on veut dire avec l'usabilité.
au niveau API. Sur le front-end, on a beaucoup travaillé également, et là aussi, je pense que c'est une excellente occasion, parce que de la même manière qu'on a un API extrêmement clair, on veut avoir la même chose pour les UI, parce que dans le futur, on ne veut pas avoir exclusivement les utilisateurs de desktop accéder au contenu. On veut des gens qui ont leur tablette, leur téléphone ou leur télé, avoir accès à ces mêmes contenus. Et avec ça, vous ne pouvez pas avoir une interface générique. Ça ne va pas être extrêmement utilisable. Ce que vous voulez, c'est vous avez un API très propre entre le UI et la logique business qui vous autorisera à innover au niveau UI et à changer et adapter de telle manière que vous pouvez vous adapter à chaque projet. Donc voilà ce qu'on veut dire sur l'utilisabilité. Mais on n'a pas encore réussi. On a besoin d'améliorer. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de slides qui expliquent la philosophie. Certains des bundles sont documentés, mais on a besoin de s'améliorer. Et c'est là, sur ça qu'on travaille pendant les mois à venir. Et le test. Surtout l'API de stockage, c'est très bien testé, mais c'est les seules raisons pour lesquelles on pourrait en fait faire le testing des différentes implémentations de stockage et faire en sorte que ça marche, parce qu'on a des tests pour être sûr que c'est compatible et qu'ils sont compatibles les uns avec les autres. Donc si on regarde Travis CI, Jackalope en fait partie. Donc, si vous regardez ceci, le test tourne sur Travis CI. Voilà le test qu'on fait tourner. Vous voyez, il y a plus de 1000 tests dans le script pour s'assurer de la conformité entre les implémentations. Il y a quelques skip tests, il y a quelques incomplete, donc il reste des trucs à faire. Mais dans l'ensemble, c'est notre façon de tester, c'est vraiment critique. Où est-ce que j'en suis du point de vue de temps? Puisqu'on fournit un framework, on aimerait bien permettre aux gens d'utiliser les caractéristiques, les fonctionnalités à volonté. Par exemple, ils vont utiliser le routing au début, mais pas le reste. Donc, c'est à volonté. Donc, même si vous décidez que vous ne souhaitez pas tout utiliser, vous choisissez certains aspects, certaines fonctions, et vous partez avec ça. Donc, ça nous va parfaitement. Si, par exemple, vous regardez une requête normale de Symfony 2, ça passe par le routeur, ça dispatche ce contrôleur, ça génère une réponse. Et je voulais simplement rentrer plus dans le détail sur le fonctionnement du système de routage. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on drive cela à partir de la base de données et entièrement. Et on a fait deux choses pour faire en sorte que ça fonctionne. On a créé un routeur dynamique qui est capable de faire un dynamic lookup dans la base de données parce que le routeur standard ne peut faire ça de manière statique. Donc, on a créé ça. Mais on imaginait toujours que vous alliez avoir besoin des routes statiques parce que vous avez des actions statiques à mettre en œuvre. Et aussi, un routeur dynamique, dû à sa nature dynamique, ne sera moins conforme que par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, nous avons créé quelque chose en plus qui s'appelle le chain router. L'idée ici, c'est que vous pouvez enchaîner les routeurs multiples les uns par les autres. Tout d'abord, le static router, deuxièmement, le routeur dynamique. Donc, toute route qui pointe vers une action statique, vous avez le routeur statique, et s'il n'y a rien, eh bien, ça retombe sur le routeur dynamique automatiquement. En théorie, on pourrait dire, bon, j'ai quelques pages dynamiques, et je ne vais jamais les effacer et je veux que ce soit rapide en termes de temps de lookup, eh bien, vous pouvez les déplacer aussi sur le routeur statique et même sur Apache avec le command dump pour passer par-dessus les règles de rewrite. Et si on a le routeur dynamique, il va chercher le contenu à partir de la base de données. Donc, on a déjà un modèle. On met dans le request object et des attributs de manière à ce qu'on ait les données disponibles.
C'est tronqué, mais bon, on voulait parler un petit peu de l'architecture. Vous voyez la ligne en diagonale, c'est la séparation entre l'interface utilisateur ou le navigateur et la logique d'affaires, la logique business. C'est des choses standards, Symfony 2, avec des bundles en plus. Et c'est intéressant, puisqu'on est dans Symfony 2, ça veut dire qu'on peut utiliser tous les bundles Symfony 2 et les rajouter et s'en servir en faisant partie de votre CMF. Pour la détection de lequel et des cookies, etc., on utilise un bundle qui s'appelle Locale. Et d'autres bundles, vous pouvez aussi, si vous voulez faire de l'authentification avec Facebook, vous pouvez utiliser le bundle Facebook et vous pouvez la rajouter dans votre logique. Et en dessous, vous avez votre API stockage, PHPCR, PHPCR et vous avez PHPCR CDM au-dessus. Je vais changer maintenant aux slides qui concernent cet aspect-là. Qui s'est déjà servi de doctrine ODM? La plupart. La plupart d'entre vous donc, vont connaître ce que je vais vous montrer, mais vous allez remarquer que tout ce qu'il faut faire pour le système de gestion de contenu, c'est vu largement facilité. Donc, si vous comparez l'architecture, vous avez des Doctrine Tools, les gestionnaires d'entités, vous avez les bibliothèques de bases de données. En bas, vous avez ce que nous avons à offrir, et ça ressemble beaucoup. On peut utiliser la gestion de version. Au lieu d'en lancer des requêtes, vous pouvez simplement traverser l'arborescence. Je commence au root node, je vois les enfants, je peux voir les enfants des enfants, etc. Skip over that. Skip over that. So this should look very familiar. In this case, ça doit être familier. Annotations to map out the document. On utilise des annotations pour faire la cartographie de documents. We support various annotations on here. prend en charge différents types d'annotations. Tout d'abord, avec Public ID, ligne 9, donc on utilise l'annotation de l'ID. Donc c'est pas... C'est un ID qui indique un chemin, en fait. On a décidé de labelliser ID parce qu'il y a des gens qui venaient d'ORM et World qui vont être plus familiers avec cette utilisation. En fait, c'est un chemin d'accès. Mais on prend en charge UUID. Donc, vous pouvez cartographier UUID et puis vous avez un identificateur universel qui est très utile si vous voulez migrer du contenu du staging à la production parce que vous avez le même identifiant pour les deux systèmes au bout du compte. Aussi, par un document, vous pouvez vous servir de ça. Ça crée une instance du parent. Node name. Si vous avez un chemin, le chemin est construit du node name et le chemin de parent. Donc, c'est une cartographie. On peut cartographier toute autre propriété, texte en tant que champ de caractères, le contenu binaire, les déclarations booléennes, etc. Et tout cela peut être à multivaleur. Donc, vous pouvez avoir des binaires multiples, des streams multiples, des tags, etc. Ensuite, nous avons l'API standard. Ici, dans cet exemple, on cherche le parent, on fixe, on détermine un nom, un node name, et on enregistre le document et on flash. Au lieu de faire l'étape où on affecte le parent et le node name, on aurait pu mettre le chemin complet sur la propriété de l'idée. On peut chercher le contenu, le manipuler, le stocker et l'enlever, etc. D'autres façons de procéder, imaginez qu'on a une page et qu'on veut toujours qu'il y ait un logo. Là, on a défini qu'il y a un enfant
Et l'enfant s'appelle The Logo. Et on affecte une autre instance du document qui contient une image ou ce que vous voulez. On peut avoir une collection d'enfants. Et là, ce qu'on fait, si vous regardez la ligne 12, on applique un filtre. Donc cette collection Children ne va montrer que les Children qui ont un odonyme qui commence avec la lettre A. Et là, vous avez des références, référence 1, référence many. C'est ce qu'on utilise dans le système de routage. Donc, si vous avez référence 1 et on vous affecte un contenu, ça ne va pas créer un enfant, ça va plutôt référencer le UUID du document. L'interprète n'entend pas la question. Oui, c'est une unité de travail. La réponse? En théorie, oui. La prise en charge des transactions est une option en PHPCR, mais c'est emballé dans la transaction si on active la prise en charge. Il n'y en a pas des fonctionnalités comme des compteurs spéciaux pour faire un vider avec écriture, etc. En fait, c'est spécifique à votre système, ça dépend du travail que vous faites. Donc en théorie, c'est le boulot de l'implémentation PHPCR de décider qu'il va envoyer tout le document ou simplement ce qui a été changé. Et à la fin, en bas, vous voyez qu'il y a des reefers. Donc c'est une collection de tous les documents qui font référence à ce document. Et en réfléchissant, surtout avec Children et des références, vous avez tellement de puissance, c'est tellement facile à l'utiliser pour structurer le contenu d'une manière qui a un sens. Maintenant, le versioning, on a deux types, simple et plein, complet. Simple, c'est juste une historisation linéaire. L'autre version vous donne des branches et des tags pour que vous puissiez avoir la version linéaire, faire un reset et restaurer la version plus ancienne. On peut effacer des versions anciennes si vous voulez nettoyer l'historisation. Ce qui est intéressant là, c'est que enfin, il y a un checkpoint. Là, vous allez décider, si vous persistez, s'il faut qu'il soit une nouvelle version ou pas. Vous pouvez choisir, en fait. Donc, les solutions ORM pour le versionning, ils prennent toujours une nouvelle version lorsque vous écrivez. Donc, c'est lors de l'écriture. En PHPCR, vous pouvez choisir si vous voulez créer une nouvelle version. Pour des petites corrections, on ne va pas créer une nouvelle version. Donc, on peut garder une historisation beaucoup plus propre. Nous avons davantage. Nous avons un full text API, une requête API qui a des fonctionnalités aussi, qui travaille sur l'arborescence. Par exemple, je peux traiter tout ce qui tombe en dessous de tel parent, des choses comme ça. Et PHPCR, c'est sans schéma. Donc, cela ne va pas exploser simplement parce que vous matchez, le from match un nœud qui n'a pas de propriété texte. S'il n'y a pas de propriété texte, eh bien, c'est considéré comme un nom. Vous pouvez fixer des limites, des sous-sets, des sets, etc. On a un query builder. On n'a pas besoin de construire une chaîne, on peut bâtir donc la requête. On a la prise en charge des transactions. On peut le faire de manière automatique si c'est disponible. Sinon, on peut le créer manuellement afin d'emballer plusieurs transactions. Et on a la traduction. La prise en charge de traduction native. Donc, on fait une cartographie translator égale attribut. Donc, c'est traducible. Donc, lorsque je vous montrais le sandbox, on a vu qu'il y a des nœuds enfants pour les traductions. C'est ça la stratégie d'utiliser les children. Et en fait, ça stocke les valeurs traduites dans un namespace du document original. Et c'est renommé. Et vous pouvez cartographier les propriétés comme vous le souhaitez. Et pour tout ce qui est traduisible, vous faites translatable égale true. Et vous faites quelque chose dans ce goût-là. Ici, on crée une instance d'un article, on signe une propriété, on affecte une propriété
un texte français, on le fait persister et on l'appelle translation. Ça veut dire que PHP-CRDM va traquer la version traduite et les propriétés et va garder à l'esprit qu'il s'agisse de la version française. Et ensuite, on peut changer l'affectation et le binder, l'attacher, la nouvelle version de l'état de l'objet vers l'anglais. Ou alors, au lieu de l'appeler bind translation, on peut modifier le local. Et une cartographie en tant que propriété spéciale, vous voyez, c'est marqué. Et lorsque vous allez le flusher, ça va flusher l'ensemble des 3 versions linguistiques dans la base de données. Si vous voulez travailler avec le contenu, vous pouvez faire des traductions et explicitement dire quelle langue vous souhaitez avoir. Et souvenez-vous qu'on a également un écoutant. Donc si vous ne passez pas le lieu, il va utiliser le lieu que vous avez actif à l'heure actuelle dans votre session. Donc, on a différentes stratégies et vous pouvez définir votre propre stratégie si vous le souhaitez. On n'entend pas la question. Ça sera la responsabilité de l'implémentation, mais on peut l'étendre. On peut rajouter l'implémentation Doctrine DBL qui vient avec un schéma repository, une classe, et on peut le modifier si vous souhaitez que vous le changez. C'est ça qui est bien. Vous avez cette possibilité de hooker là-dessus. PHPCR prend en charge différents temps de nœuds. Et on stocke l'ensemble des nœuds, quel que soit le type de nœud. Si, pour X raison, vous dites « Normalement, je n'interagis pas avec différents types de nœuds en même temps, c'est l'un ou l'autre », eh bien, théoriquement, vous pourriez modifier l'implémentation pour le répartir entre différentes tables pour améliorer la performance. Et là, vous pouvez faire de l'indexation personnalisée, etc. Les fonctionnalités ORM sont prêtes à la production. Ça marche, ça a été bien testé. Il nous reste quelques trucs à faire. Par exemple, XML, YAML, la prise en charge de YAML, ça traîne un peu. On voulait rajouter d'autres fonctionnalités ORM, mais il y en a des fonctionnalités clés. Il nous manque le caching de résultats et le logging, l'historisation. Voilà tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et j'aimerais bien avoir vos questions. D'abord, est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile? Levez la main si vous avez peur de la complexité de la chose. Il n'y en a pas tant que ça. Ou vous avez peur de lever la main? Vous ne voulez pas me raconter la vérité, non? Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un blog post dans symfony.com qui était publié cette semaine sur le CMF et il va bientôt y avoir la première version alpha. Il y avait un screencast par Frédéric. Et je l'ai rencontré à Concours cette année. Il n'avait pas le temps d'assister à mon truc sur PHPCR, mais on en a parlé un peu. Je lui ai dit que ça va être formidable. Il y a 3 semaines, il est venu vers moi. Il m'a dit, j'ai un nouveau projet CMF devant moi et j'ai besoin de trouver une solution personnalisée et j'ai envie d'essayer le CMF. Donc, on a fini que par 2 semaines, on a pratiquement parlé pendant 1 heure ou 2 des questions-réponses, quoi. Et le résultat en est que Screencast a été créé, l'édition de l'interface utilisateur pour créer des sous-pages, pour gérer le versionning de ces pages. Il a créé une possibilité de cartographier des pages pour différentes langues pour qu'ils puissent automatiser la bifurcation entre langues, pour changer de langue. Le Screencast ne le montre pas, mais il dispose également d'un réordonnement des pages. Donc tout ce qu'il faut faire, s'il a une collection de children, il faut qu'il change l'ordre des enfants en mémoire, il fait un persiste et ensuite automatiquement on va faire la mise à jour. Donc allez voir le screencast
Et ça attire vraiment le regard sur la puissance proposée par cette solution pour un développeur Symfony 2 qui n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur PHP-CR. Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe sous le capot. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire en 2-3 semaines.